Des îles où l'on se croirait sur une autre planète. La Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Les oiseaux règnent dans ce coin de la Terre depuis la nuit des temps. Avant l'apparition de l'homme, il n'y avait pas de mammifères. Dans ces conditions, les oiseaux ont eu tout le loisir de développer des capacités hors pair. Ici, vivent des corneilles qui, en matière d'outils, s'y entendent mieux que quiconque dans le règne animal. Là, vivent des kéas, des perroquets qui explorent le monde et le mettent parfois sans dessus-dessous. Mais qu'est-ce qui rend ces oiseaux si intelligents? Et lequel est le plus astucieux des deux? Il neige enfin dans les montagnes néo-zélandaises. Pour le plus grand bonheur des kéas, les seuls perroquets à aimer la neige et le froid. Mais là, il y a du changement dans l'air. Place aux sports d'hiver. Pour les perroquets, la station de ski est un véritable parc d'attractions. On y va. C'est toujours pareil avec les bagages. L'humain se précipite, le kéa s'en va. Et maintenant, un peu d'exercice. Le toit d'un camping-car fait une excellente piste. Les kéas ont l'instinct grégaire. Les jeunes se retrouvent volontiers en bande pour semer la terreur dans les stations. Il faut dire qu'ils ont de l'audace et de l'énergie à revendre. Leur bec est aussi polyvalent qu'un couteau suisse. Il leur permet de couper, de prendre appui et de faire levier. Un mode opératoire qui porte ses fruits. Le bec du kéa est l'outil idéal pour explorer de nouvelles sources de nourriture. Et les possibilités sont légion. À quelques 1700 km de là, dans les forêts de nuages néo-calédoniennes, vit une variété de corneilles unique en son genre. Au lieu de miser sur leur bec, ces oiseaux fabriquent des outils pour atteindre les aliments hors de leur portée. À l'instar des autres corneilles, elles sont omnivores et cherchent des fruits, des noix ou des insectes. Elles ne dédaigneraient pas cet imposant capricorne. Si seulement elles pouvaient l'attraper. 2 années durant, la larve du capricorne s'est frayé un chemin à travers le bois. Et il y en a sûrement bien d'autres à l'œuvre dans ce vieux tronc tout vermoulu. Les larves de capricorne sont d'une teneur extraordinaire en graisse et en protéines. Quelques-unes suffisent à couvrir les besoins journaliers. Cela justifie bien des efforts. L'ennui, c'est qu'elle creuse dans le bois de profondes galeries. Trop profondes pour le bec d'une corneille. Les larves sont bien visibles, mais hors d'atteinte. Il faudrait un outil. Une longue tige, par exemple. Mais celle-ci est trop longue. Et surtout, pas assez droite.
On dirait que la corneille fourrage. Mais cela risque fort de pousser la larve plus loin encore. Non, ce qu'il faut, c'est l'agacer, la titiller jusqu'à ce qu'elle morde. Et voilà. Enfin, presque. Elle aurait dû y aller plus doucement. Ce qui ne l'empêche pas de faire valoir ses droits de propriété. On taquine jusqu'à ce que ça morde. Une prise de choix, question de savoir-faire et d'outillage. En Nouvelle-Zélande, ça se passe tout autrement. Les Kéas ne sont pas très portés sur les outils. Leur bec leur suffit. Sur du bois, il sert de burin et de pied de biche. Et on ne se fait pas de cadeaux. Sauf s'il s'agit du compagnon de toute une vie. Avec lui, on fait quasiment preuve de tendresse. Moitié-moitié. Enfin, pas pour tout le monde. Quel passe-temps captivant, même quand on a terminé les larves depuis longtemps. Une fois le bois en miettes, fini de jouer. Heureusement, une nouvelle aventure se dessine à l'horizon. Le brouillard. Voltige par vent fort et visibilité réduite. Pour les jeunes Kéas, c'est l'occasion d'un stage d'aérodynamique qui comprend le vol d'approche à reculons. Dans le mille. Laissons là le meeting aérien et revenons-en à nos corneilles, car nous avons une énigme à résoudre. Cela fait des années que Gavin Hunt, ornithologue, arpente les forêts de nuages. Il observe les oiseaux endémiques. Tout semble se passer comme d'ordinaire, mais soudain, un détail attire son attention. De curieuses découpes dans les feuilles de pandanus. Toujours la même forme, toujours la même taille. Gavin soupçonne quelque chose. Des jours durant, il inspecte le sol avec une attention redoublée. Jusqu'à ce qu'il trouve la pièce manquante. Voilà qui ressemble fort à un outil. D'un côté, un large manche, de l'autre, une pointe aiguisée, et tout le long, des barbelures. Comme des épines de pandanus. Ça correspond. Gavin serait prêt à parier qu'il y a des corneilles là-dessous. Mais encore faut-il le prouver. Il décide d'ouvrir un restaurant pour corneilles dans la forêt. Des troncs d'arbres pourvus de trous dans lesquels il glisse des morceaux de viande. Mais les cavités sont trop profondes pour un bec de corneille. Depuis son poste d'observation, il n'en perd pas une miette. Et il espère que les corneilles, si débrouillardes, voudront bien là aussi s'armer d'outils, sous ses yeux. Les clientes se font attendre. Se méfierait-elle? À moins que cela ne tienne au temps qui se gâte. On dirait que l'auberge forestière de Gavin fait un flop. Chez les Kéas de Nouvelle-Zélande, c'est tout le contraire. Ils adorent aller au restaurant, même la nuit. Ce qui ne va pas sans semer une certaine confusion au célèbre Wobliki, le Kéa titubant. C'est Glenn le patron qui fait la cuisine. Extinction des feux, il n'y a plus qu'à tout fermer pour la nuit. C'est là un rituel quotidien.
Glenn verrouille la porte arrière, éteint les dernières lumières et ferme la porte coulissante de la cuisine. Pour le moment, tout va bien. Mais pendant la nuit, il se passe des choses étranges au Wobliki. Le lendemain matin, les indices sautent aux yeux. Un couvercle traîne par terre et quelqu'un a pioché dans la margarine. Glenn installe une caméra de surveillance. Il a bien un soupçon, mais quand même, 2 portes. Comment est-ce possible? La caméra est en place. Retour dans la forêt de nuages. Il se prépare quelque chose au pays des corneilles bricoleuses. On dirait que la nouvelle de l'ouverture d'un restaurant s'est répandue. Les premiers clients se présentent. La carte a l'air pas mal. Il ne manque plus que les couverts. Et en la matière, les corneilles ne sont pas en reste. L'arbre présente une jeune pousse. Il suffit de retirer la verdure en ne gardant que la tige. Voilà qui devrait faire l'affaire. Mais dès le premier essai, le bâtonnet se révèle trop court. Simple négligence ou manque d'expérience? Toujours est-il que la prochaine cliente mise sur un outil plus conséquent. Extirper la viande avec précaution et stabiliser la prise à l'aide de la pâte. L'échantillon semble donner satisfaction. Allez, on sort toute la pièce. Mais attention, le tronc est arrondi. Ce qu'il faudrait, en fait, c'est un outil dont l'une des extrémités serait pourvue d'un crochet. Et là, ça marche. En corneille expérimentée, celle-ci ne s'y est pas trompée. Et elle a d'autres tours dans son sac. Gavin retient son souffle. Le super outil entre lui aussi en action. Ces corneilles sont de vrais fans d'outillage, aucun doute là-dessus. Mais s'agit-il vraiment de sens technique ? Peuvent-elles établir une relation de cause à effet? La question nous conduit jusqu'au fin fond de la Bavière, où séjournent des corneilles néo-calédoniennes. Au centre de recherche ornithologique de la princesse Auguste de Bavière, elles doivent apporter des preuves de leur intelligence. Pensent-elles comme nous en matière de technique? Auguste nous propose, de manière un peu alambiquée, une bouchée au chocolat. Il s'agit de se servir sans soulever l'appareil. Rien à faire. Mais Auguste nous assure que ces corneilles y arriveraient. Et elle leur pose le même problème. Voilà qui est passionnant. D'autant qu'au fond du tube, au lieu d'un chocolat, c'est un verre de farine qui sert d'appât. Comment faire? En bas, c'est fermé. Par le haut? Ce tube est bien trop long. La corneille est aussi perplexe que nous. Auguste fournit un indice. En fait, le fond est une trappe que l'on peut déclencher en faisant levier avec une tige. Certes, il n'est pas évident d'expliquer la chose à une corneille, mais celle-ci a tôt fait de trouver toute seule. Une petite pression,
et la trappe s'ouvre vers le bas. Elle a obtenu son verre. Mais comprend-elle le principe, à savoir que le fond s'ouvre vers le bas sous l'effet de la pression? Voyons un peu. Auguste retire le levier. Tout est maintenant comme auparavant. Sauf que la corneille en sait peut-être un peu plus. Le verre est en place, il n'y a plus de levier. Mais si au fond il y a une trappe, elle n'avait encore jamais manipulé de pierre. Pourtant, elle s'en sert ici pour exercer une pression. Manifestement, elle a compris le système. Au fait, merci pour le tuyau. Revenons-en aux montagnes néo-zélandaises et au Wobliki. Dans la cuisine de Glenn, l'énigme de l'apparition nocturne est en passe d'être élucidée. C'est la caméra de surveillance qui révèle le mystère. Gratouillis à la porte coulissante. Coup de patte. Et on se faufile. Ça y est, Benny le chat est dans la cuisine. Mais ce n'est pas la margarine qui l'intéresse. Lui, ce qu'il cherche, ce sont les souris, dehors. Et il y a quelqu'un qui n'attendait que ça. Rien à craindre, et la porte coulissante est ouverte. Un Kéa sur les traces d'un chat. Mais quel culot! La dose de lipides est là, qui l'attend. Tel un habitué, il fonce vers la boîte de margarine. De la graisse à l'état pur. Un vrai bonheur. Et ni vu ni connu, le gourmand s'éclipse. Impertinent, futé et les idées claires. En fait, le Kéa titubant devrait s'appeler le Kéa intelligent. Et de l'intelligence, ces oiseaux en ont bien besoin dans la nature pour trouver la nourriture adéquate. Pas si simple dans ces montagnes inhospitalières. Amanda Greer et son collègue Raoul Schwing sont en excursion scientifique. Ces zoologues de l'université de Christchurch font des recherches sur l'alimentation des Kéas dans la nature, loin des restaurants et des stations de ski. Mais jusqu'à présent, ils n'en ont pas vu un seul. Et pour comble de malheur, il se met à pleuvoir des cordes. Ce qui dérange tout le monde. Les objets d'étude d'Amanda sont bien éloignés. Mais Brian, le caméraman, en a tout de même découvert 2 à flanc de coteau. Évidemment, c'est mouillé et ça glisse. Mais Brian veut filmer les Kéas de près. L'approche est périlleuse. Et ce sont les Kéas qui assistent à une performance. En fait, la loi de la pesanteur peut aussi s'interpréter avec légèreté. Le soir venu, tout est rentré dans l'ordre. Brian et sa caméra ont juste quelques égratignures. Et comme les vrais Kéas se font rares,
Amanda et Raoul projettent les leurs sur les parois de la tente. Les recherches de Raoul portent surtout sur le cri d'Ekea. Et Amanda étudie les trésors d'imagination qu'ils mettent en œuvre pour établir leur menu. Les oiseaux seront-ils plus coopératifs le lendemain matin? Inutile de se camoufler. L'Ekea aime les couleurs vives, crues et voyantes. Raoul y met du sien et diffuse des morceaux choisis en langage de Kea. Venez voir, il se passe des trucs ici. Les Kea prennent leur petit déjeuner sous les yeux d'Amanda. Des glucides, très importants pour leur gros cerveau. Ils savent quand les baies sont mûres. Des protéines animales, elles se trouvent dans le sol, à condition d'avoir de l'odorat. Et de l'eau. Un Kea expérimenté connaît plus d'une centaine de plantes. Et il en essaye de nouvelles presque tous les jours. Car il en faut de l'intelligence et de la curiosité pour trouver une alimentation riche dans un environnement aussi avare. Raoul est témoin. Les Kea cueillent des fleurs, ou plus exactement leur corolle, afin d'en extraire le pollen d'une grande teneur en nutriments. Il fallait y penser. Raoul passe à l'action. Curieux ce qu'il fabrique là. Il faut aller voir cela de plus près. Un lacet blanc, un ruban bleu, intéressant. Un pas de plus. Et le jeune Kea est entre de bonnes mains pour se faire ausculter et baguer. Il ne s'agite pas, ne se défend pas. Il est juste un peu perplexe. Pas le moindre signe de panique. C'était plutôt une aventure. Retour aux facéties et aux acrobaties. Cela suppose une force et une énergie qu'il puise dans une alimentation variée de grande valeur nutritive. C'est elle qui donne ce goût du jeu. Drôlement subtile cette fermeture. Et voilà le travail. Pur hasard ou ingéniosité? C'est précisément ce dont on s'occupe à l'université de Vienne, la compréhension technique des Kea. Jula Gaydon met la dernière main à cette grande volière. Bien entendu, ces Kea l'aident du mieux qu'ils peuvent. Cela fait partie de leurs prérogatives. Et ils s'y accrochent. Okay. Fortement même. Ah, super. Schnabel, 2 Füße, dann kann ich einfach mit. Mais que Tulia entre dans la volière et ils oublient tout ça. Il y a quelque chose de magique dans l'attraction que l'épouse de Julia exerce sur les Kea. L'odeur de sa peau fait tourner la tête de Kermit. Il renifle ses cheveux. Et comme s'il voulait répandre la même senteur que Tulia, il enduit ses propres plumes de ses effluves. Mais n'oublions pas que nous sommes ici dans un centre de recherche. Aujourd'hui, on étudie le bowling.
8 pistes en pente. Objectif, une cacahuète. Sous le couvercle de verre, elle est hors de leur portée. Roku est certes dégourdi, mais il a beau faire. Il ne manque plus que les boules. Un peu impétueux dans un premier temps. Mais là, il n'y a pas photo. Roku vise, lance et gagne. Maintenant, ça se complique. Djoula construit une trappe. Les boules atterrissent dans la fosse. Quelle conclusion Roku va-t-il en tirer? Laquelle des 2 cacahuètes va-t-il viser? Le choix était bon, mais il s'en est fallu de peu. Il a réussi le test. Sans dressage ni longues heures d'entraînement, le sens technique d'Ekea est meilleur qu'on ne l'a cru pendant longtemps. Mais malgré leur intelligence, ils sont menacés dans leur habitat. Ils ne sont plus que quelques milliers d'individus peut-être. Personne ne sait vraiment. Leur population va-t-elle continuer de décliner ou bien se régénérer? Cory Mosen est garde forestier et parcourt la campagne sans relâche. Il effectue une sorte de recensement d'Ekea pour le compte de l'administration de l'environnement. C'est-à-dire qu'il va voir dans leur nid combien ils ont de petits. Apparemment, plus c'est étroit, mieux c'est. Des cavités comme celle-ci étaient jadis parfaitement sûres pour l'Ekea. C'est avec les hommes que sont arrivés les dangereux prédateurs. Cory est sur ses gardes, car il a entendu quelque chose. Une femelle Kea et ses 2 petits. Ils ont 10 jours. La mère les nourrit par régurgitation. Ils sont soignés ainsi pendant 3 mois, dans l'obscurité, coupés du monde extérieur. En Nouvelle-Calédonie, les choses ne sont pas aussi paisibles. Chez les corneilles ingénieuses. Elles aussi sont des animaux sociaux, mais au sein du groupe, chacune connaît la valeur d'un bon outil et ça ne se cède pas comme ça. Qui veut aller à la pêche est prié de fabriquer sa propre canne, même si cela demande quelques efforts. Quant à la mise en œuvre, tout le monde a appris ça. On titille la larve jusqu'à ce qu'elle morde. Mais pour les rations de Gavin, il faut une autre technique. Des brochettes munies d'un crochet. Il n'y a pas mieux pour extraire la viande des profondeurs. Mais il y avait autre chose, vous vous souvenez. Gavin était tombé sur un étrange outil à base de pandanus. Pourra-t-il enfin constater à quoi il sert et comment il est élaboré? Dans ce pandanus, la corneille cherche manifestement à manger. Cela n'a rien de spectaculaire. Puis la voilà qui choisit une feuille et se met à fabriquer le curieux ustensile.
Elle commence par découper une bande mince. Ce sera la pointe. La partie médiane est taillée plus large. Et pour finir, la poignée, large et pratique. C'est parfait. Un outil taillé sur mesure pour se faufiler entre les feuilles de pandanus très serrées. Cela permet d'extraire de petits escargots ou des vermisseaux. Gavin n'en croit pas ses yeux. On dirait qu'elle veut lui offrir une représentation privée. Elle se montre souveraine et réfléchie. Mais perçoit-elle vraiment de quoi il retourne en matière d'outils? Depuis leur exil bavarois, les corneilles fournissent une réponse convaincante. Voici un bloc de bois qui éveille l'intérêt. En effet, Auguste y a déposé de petits sandwichs composés de verres de farine entre deux écorces de pistache. Cela pourrait valoir le coup. D'ailleurs, il y a des outils pour ça. Des tiges aux extrémités flexibles comme des cure-pipes. L'ennui, c'est que cet outil est totalement inadapté. Même si la corneille et Gaios le mettent en œuvre avec beaucoup d'habileté. C'est la bonne direction, mais arrivé dans l'angle, il est évident que ça coince. Rien à faire. À moins que... Avec ça, ça pourrait marcher. Et voilà, deux d'un coup même. Bon, d'accord, 1 sur 2. Mais qui douterait de son sens technique? Les Kea peuvent-ils rivaliser? Bon, c'est vrai que pour l'instant, ils sont occupés à jardiner dans la volière. Activité qui comprend divers interludes. Avant de se soumettre à un nouveau test comparatif. Kea contre corneille. Les règles sont simples. Ce cube contient une cacahuète, il faut aller la chercher. De tous les côtés, c'est faisable, mais à chaque fois, l'astuce est différente. Sur cette face, par exemple, il faut ouvrir une petite porte. De ce côté-ci, il y a un trou par lequel on peut fourrager. Chacun peut choisir par où il veut commencer. Apparemment, ce côté-là est le plus simple, car la cacahuète est reliée à une ficelle. Il suffit de tirer dessus. Tout est en place. C'est Alice, la collègue de Jula, qui officie. Elle fait passer ce futé de Kermit. Comme il fallait s'y attendre, il choisit la ficelle et il tire. À 500 km de là, Auguste de Bavière effectue le même test avec ses corneilles. Seule différence, on a remplacé la cacahuète par un verre de farine. Jungle, la petite corneille, opte elle aussi pour la ficelle. C'est ce qui lui semble le plus simple. Un partout. Pour l'un comme pour l'autre, c'était un jeu d'enfant. Au round suivant, ça se complique. La ficelle a disparu et il faut trouver une autre solution. Kermit étudie la situation, puis découvre la porte sur l'un des côtés. Il en faut du courage pour passer la tête là-dedans. Mieux vaut ouvrir un peu plus grand. Et là,
Kermit est en tête. Comme il a l'avantage, il passe tout de suite à l'épreuve suivante. Faire rouler la cacahuète avec la boule. En voilà une bonne idée. L'ennui, c'est que ce n'est pas la bonne ouverture. Furieux, il s'en prend à tout le dispositif. Il y a infraction au règlement, c'est évident. Même si en fin de compte, le résultat est là. Le point ne lui est pas accordé et l'on veille à ce que cela ne se reproduise pas. Allons voir du côté de Jungle qui a découvert le trou dans la paroi. En bonne corneille bricoleuse, elle sait ce qu'il lui reste à faire. Il faut utiliser un bâton. Chacun a résolu 2 problèmes. Égalité. Mais Kermit a trouvé le bon orifice pour la boule. Le tube mène à la cacahuète et c'est par là qu'il faut passer. Un petit coup de langue et il reprend l'avantage. Kermit semble en passe de remporter la victoire. Il n'a plus qu'à réaliser ce que la corneille a fait si facilement, insérer le bâton dans le trou. Il a le bec bien trop recourbé pour ça, mais relève le défi. En s'aidant de la patte et avec beaucoup d'adresse. C'est trop bête, ça ne passe pas. Le trou n'était prévu que pour la ficelle. Rien à faire. Entre-temps, Jungle s'attaque elle aussi au tube qui pointe droit sur les verres. On dirait que c'est fait pour ça. Magnifique. Ex aequo. Plus qu'une épreuve pour chacun. Il faut encore que Jungle ouvre la porte, c'est-à-dire qu'elle fasse pivoter le panneau latéralement. Ce n'est pas rien quand on ne l'a jamais fait. La voie est libre, mais passer la tête par là? Jamais. Kermit est toujours à la peine avec son bâton. Pour lui, c'est l'épreuve la plus difficile. C'est la bonne ouverture, mais là, ça coince. Pour Jungle, la victoire est proche. Et elle y arrive bel et bien sans risquer sa tête. Mais au même instant, Kermit parvient lui aussi à ses fins. Tous deux sont à égalité. Les Einstein de la jante aviaire. D'où vient cette admirable intelligence? Pourquoi les Kéas et les Corneilles de Nouvelle-Calédonie sont-ils si astucieux? D'une part, parce qu'ils vivent un peu comme nous, en groupe et en famille. Le fait en soi est déjà lié à l'intelligence. Sans arrêt, il faut évaluer les voisins, compter avec eux et s'imposer. Il faut être sur ses gardes et anticiper les mauvais coups. Certes, les mœurs des Kéas sont plus rudes, mais chez eux aussi, l'intelligence sociale est indispensable. Il faut se faire les bons amis et cultiver ses amitiés. Il faut trouver des compagnons de jeu, se chamailler allègrement, sans se faire de mal. De temps en temps, faire preuve d'inventivité.
Il faut toujours s'adapter aux faits et gestes du partenaire. Sans intelligence, rien de tout cela ne serait possible. À cela s'ajoute une donnée capitale. Un peu comme nous, ces oiseaux ont une jeunesse étonnamment longue, c'est-à-dire qu'ils ont le temps d'apprendre et de développer leur intelligence. Dès le début, au fond du nid, en jouant avec des brindilles. Il en va de même chez les jeunes corneilles. Durant presque 2 longues années, elles apprennent et s'entraînent pour faire comme les adultes. On commence par observer la mère, qui laisse délibérément traîner ses brindilles. Regard scrutateur, la génération montante fait preuve d'intérêt et a soif d'apprendre. En revanche, la persévérance laisse à désirer. À peine la mère a-t-elle pris le large que le bâtonnet reste en plan. Ce petit a trouvé un outil en feuille de pandanus. Mais s'il le tient à l'envers, le manche en bas, ça ne sert à rien. Les barbelures patinent et la pointe gêne. Chez les petites corneilles aussi, il y a des ratages. Celle-ci, par exemple, doit encore découvrir que tout ce qu'on prend dans son bec ne permet pas de fourrager. Là, ça ne marche pas. Les petits kéas doivent et veulent sans arrêt faire des expériences. Il y a ce qui se mange et ce qui ne se mange pas, ce qui se boit et ne se boit pas. À quoi ressemble la première neige, ce qu'on peut faire avec, et ainsi de suite. La nouveauté les passionne et chaque expérience forme leurs facultés. L'envie d'apprendre et de découvrir, telle est la clé de leur intelligence. Et vu sous cet angle, ils nous ressemblent diablement, ces drôles d'oiseaux, pas si bêtes que ça.